Bonjour à tous et bienvenue, quatrième bilan de la saison 2022. On attaque une nouvelle semaine à 3 vidéos. J'en suis très heureux et aujourd'hui on aborde une écurie qui avait de grandes ambitions, mais finalement qui a connu un peu 2 saisons en une et surtout pour qui l'avenir est autant prometteur qu'incertain. Faut-il le rappeler, Aston Martin est nouvelle en Formule 1, ce n'était que sa deuxième saison cette année, après la transformation complète subie par Racing Point, elle-même dérivée de Force India. Derrière tout ça, un seul et même homme, avec son ambition et ses moyens financiers, Lawrence Stroll. Depuis que son fils est entré en Formule 1 chez Williams en 2017, il cherche un moyen de créer sa propre écurie, il l'a trouvé en rachetant une structure aux abois et en faisant revenir un grand nom du sport. Certains peuvent se moquer du projet, et on abordera certains arguments, mais Lawrence Stroll is serious about winning, comme on dit. Il y met beaucoup de budget, il attire d'anciens champions du monde, il construit une usine. Bref, tout ça, dans le fond, c'est sérieux. Malgré tout, l'écurie sortait d'une année 2021 un peu décevante, seulement 7ème avec 77 points, alors que Racing Point était 4ème avec 195 unités en 4 courses de moins en 2020. Le coup d'arrêt lié en grande partie peut-être à la fin de l'utilisation de certaines pièces qui venaient de chez Mercedes avait fait très mal, mais la nouvelle réglementation était l'occasion de relever la barre directement, de progresser, de se remettre au niveau. On voulait aussi qu'ils légitiment leurs ambitions. Lawrence Stroll, il aime beaucoup parler, il nous annonçait des podiums, voire même des victoires pour 2021 déjà, pour 2022 encore plus. Donc voici, cette année c'était au moins 150-200 points, au moins la bataille pour la 4ème ou 5ème place avec Alpine et McLaren, voire mieux, et si possible quelques bonnes performances. Enfin, avec cette écurie, on est toujours dans la construction d'un avenir. Que ce soit les pilotes, l'usine, la machine, les hommes à l'intérieur, fallait poser les bases des succès futurs. Côté pilote, Vettel entamait sa 17ème saison en Formule 1 et même si sur quelques bribes ça avait été bien, on ne l'avait pas totalement retrouvé non plus en 2021, le changement d'air n'avait pas eu l'effet totalement escompté. La voiture moribonde n'avait pas aidé, c'est sûr, mais c'est un ensemble. Il n'avait pas réussi à prendre le dessus sur Stroll, à dominer, à être assez régulier, à être assez fort. C'est donc ce qu'on lui demandait cette année, être un vrai leader, une référence, montrer qu'un quadruple champion du monde peut aider Aston à grandir. Donc évidemment, ça passait par récupérer un maximum de points et jouer les avant-postes dans le midfield. Enfin, on attendait aussi une décision sur son avenir puisqu'il arrivait plus ou moins en fin de contrat à 34 ou 33 ans. Donc attention, on le sentait peut-être venir. Lance Stroll lui attaquait sa 7ème saison en Formule 1, et oui déjà, et là on avait besoin enfin de vraies garanties. On sait tous qu'il est loin d'être mauvais, mais est-ce qu'il est proche d'être bon ? Il arrive toujours à faire 3 ou 4 coups d'éclat dans une saison qui font dire à tout le monde « regardez, il est bon, etc. » Mais il manque cruellement de constance, de régularité, de solidité. C'est toujours la même histoire avec lui. Sa valeur concrète est vraiment trop dure à mesurer. Trop de fois, il fait des erreurs qu'il ne devrait déjà plus faire et son attitude a tendance un petit peu à nous décourager. Bref, cette année, comme sûrement les 2 ou 3 dernières, c'était l'année pour s'affirmer, pour progresser, pour prouver, pour nous montrer le pilote qu'il est réellement. La saison a commencé de manière un petit peu bizarre pour Aston Martin puisqu'à Bahreïn, Vettel était absent à cause de la maladie dont on ne doit pas dire le nom. Le meilleur remplaçant de la grille, Hülkenberg, saute dans la voiture et fera un top travail, battant Stroll en qualif. Le Canadien se reprend le dimanche, mais la machine est trop mauvaise pour espérer quoi que ce soit. Même chose à Jeddah où Vettel n'est pas encore remis ou n'a pas envie d'être là, on ne saura jamais vraiment. Stroll lui dégringole en course et à la fin il est même percuté par Albon. Aston n'a pas encore ouvert son compteur et va même toucher le fond en Australie. Vettel ne peut pas rouler en FP2 à cause d'un souci puis se crache en FP3 tandis que Stroll est victime d'une violente mécompréhension avec Latifi en qualif. Le dimanche sera pire, Lance tente un coup tactique qui finit en eau de boudin et avec une poussette hors de la piste sur Bottas, tandis que Seb se met dans le mur tout seul. À ce moment-là, Aston est la risée du paddock, rien ne va, elle est évidemment dernière au classement, la seule qui n'a pas marqué de points, c'est la catastrophe. Pour l'instant, l'image de sa saison, c'est une voiture en 1000 morceaux dans le garage et Vettel seul sur un scooter. Un premier sourire apparaît enfin à Imola quand le quadruple champion du monde atteint la Q3 sous la pluie. Le samedi, le sprint sera moins bon sur le sec, mais dès qu'il repleut le dimanche, ça va mieux. Les voitures vertes retrouvent de leur superbe. Dans le bon train, Vettel termine 8ème quand Stroll remonte dans celui derrière et finit 10ème.
Ouf, enfin, et il y aura un point de plus à Miami, où Vettel se fait sortir par Schumacher alors qu'il était 8ème, mais où les 10 secondes de pénalité d'Alonso permettent à Stroll de gratter la 10ème place. Mais bon, derrière ça manque encore cruellement de performance, il n'y aura rien en Espagne malgré la voiture New Look à la Red Bull, mais vient un petit point à Monaco grâce à un Vettel fantastique le samedi, et 8 d'un coup à Bakou, terre de son podium en 2021, 9ème sur la grille après une splendide qualif, il va tenir son spot et à la faveur d'un très bon rythme et d'une bonne stratégie, il va même remonter en 6ème position. Voilà qui replace Aston et redonne un petit peu d'espoir, mais dans le fond ça reste peu brillant. Au Canada, on voit une double élimination en Q1, ça douche les espoirs, et même si Stroll profite des safety cars, il ne sauve qu'un point à l'arrivée. Derrière, Silverstone ressemble à une occasion manquée à cause des nombreux abandons. Certes, Vettel ramène 2 unités, mais la vérité c'est que Haas était plus performante. La séquence se termine en Autriche avec une nouvelle double élimination en Q1 et un dimanche où il n'y aura absolument rien de positif. Après 11 Grands Prix, il n'y a que 18 points. Aston est avant-dernière, c'est très loin de ce qui avait été annoncé et attendu. Mais d'un coup, le destin de leur saison va complètement changer et j'ai pu en être témoin. Au Grand Prix de France, ils deviennent soudainement la 6ème force avec une très bonne marge sur les écuries du fond de plateau. Sûrement grâce à des évolutions ou à une meilleure compréhension, ils trouvent une clé qui leur permette d'exister lors des courses et de se placer sans cesse à la porte des points derrière les McLaren et les Alpines. Résultat, il y a 2 10e places en France et en Hongrie, les 2 fois parce que Vettel puis Ricciardo manquaient à l'appel. Certes, ce ne sont que 2 petits points, donc ça n'avance pas vite, mais en termes de performance pure, c'est presque le jour et la nuit par rapport à avant. Commence alors une lente remontée, week-end après week-end. Aston est globalement toujours entre la 10e et la 12e place et intègre souvent le top 10 du coup. 4 points en Belgique suite à un splendide dimanche de la part de Vettel, puis 1 à Zandvoort où Lens se réveille. La saison change de dimension, on peut se mettre à viser la 7ème place. À Monza, sur un circuit de moteur, ce qui n'est pas franchement leur qualité cette saison, un double abandon mécanique vient un petit peu freiner la progression, mais c'est pas très grave parce que derrière, Singapour apporte le premier gros coup de la saison. Un départ monstrueux de Vettel le fait passer de la 14e à la 8e place, Stroll le suit à la porte des points, puis Alonso abandonne, Tsunoda, Verstappen et Hamilton font des erreurs, et la safety car met Gasly derrière. Ça fait 6e et 7e à l'arrivée, leur plus gros total, 12 points d'un coup qui change la donne. Ils sont déjà 7e au final, et maintenant en fait ce qu'ils visent, c'est la 6e place d'Alfa Romeo qui n'avance plus. Un objectif confirmé à Suzuka où un Vettel incroyable atteint la Q3, réalise un départ à la fois exceptionnel et catastrophique, puis remonte de dernière place grâce à un coup tactique, il défend sa P6 sur la ligne face à Alonso. Et n'oublions pas le départ sensationnel de Stroll, malheureusement il sera un petit peu trop loin pour compter dans cette course. En tout cas, la dynamique se confirme à Austin, où Lens est très fort et où Aston est tout bonnement la 4ème force du plateau. Ils sont tranquillement 5e et 6e, jusqu'à ce que le Canadien fasse ce coup de roue honteux sur Alonso alors qu'il réalisait son week-end référence, et qu'un arrêt interminable ne fasse perdre un temps monstre à Vettel, qui finit tout de même en trombe avec 2 dépassements dans le quadruple droit, notamment celui sur Magnussen dans le dernier tour qui le place 8e. Petite occasion gâchée, mais on revient à 3 points d'Alfa Romeo, sauf que derrière il y aura un week-end catastrophique à Mexico où Bottas va gratter un puntos, donc on revient à 4 unités de retard. Et ensuite à Interlagos, ça va bégayer un petit peu alors que la 6ème place semblait leur tendre les bras, c'est pas terrible en qualif, il y a Lens qui fait un nouveau geste contestable sur son coéquipier lors du sprint, finalement le dimanche Bottas marque 2 points, Vettel se fait un peu avoir par le timing de la safety car, et Lens lui ne peut accrocher que la 10ème place. Il faudra marquer 6 points de plus que Alfa Romeo à Abu Dhabi pour espérer décrocher cette 6ème place. Il faut aussi gérer l'émotion du départ de Vettel, les hommages seront magnifiques, tout comme sa performance. Il atteint la Q3 et fait un début de course canon, se battant avec Ocon pour la 8ème place, jusqu'à ce que la stratégie ne l'oblige une nouvelle fois à repartir de trop loin. Il ne peut accrocher que la 10ème place. Heureusement, Lance Stroll a fait une splendide course de conservation sur les gommes et se retrouve 8ème, mais c'est seulement l'égalité avec Alfa Romeo, et du coup ils sont derrière au meilleur résultat. Ils terminent cette saison 7ème. Bon, 7ème avec 55 points, c'est une déception claire et nette pour Aston Martin, qui non seulement n'a pas atteint le tiers de ses ambitions, mais qui en plus fait moins bien que la saison dernière, qui était déjà ultra décevante.
Lawrence Stroll nous promettait à minima des podiums, mais bien il n'a même pas réussi à se remettre au niveau de la 6ème place du classement et il accuse un beau retard sur ses concurrents directs que sont Alpine et McLaren. Ça c'est pour le bilan comptable, il est absolument évident. Maintenant, faut dire quand même qu'ils ont connu 2 saisons en une. Absolument catastrophiques au début, 9ème force du plateau, des accidents, des abandons, le Covid, la cata. Puis à partir de la France, ils se sont mis au niveau de manière vraiment satisfaisante. 6ème force, ils ont commencé à se battre avec McLaren et Alpine, à prendre de plus en plus de points. Et sur la fin, parfois, ils ont été la 4ème force. J'en veux pour preuve Abu Dhabi ou surtout Austin. Là, ils ont été proches d'un niveau qu'on peut juger correct pour eux, voire bien. Ils terminent avec le 6ème meilleur total de courses dans les points, 15, et il n'y a pas eu photo avec les équipes du fond de plateau sur la fin. Bref, ils auraient dû terminer 6ème. On peut donc dire bravo pour la progression, le développement et la compréhension de la voiture, d'autant plus que c'est ce qui leur faisait un peu défaut les années précédentes avec Racing Point et en 2021. Maintenant attention, il y a la moitié de l'exercice qui est complètement à jeter, les attentes ne sont pas remplies, et je trouve que trop souvent, ils passent complètement à travers, sans raison. Mais ce qui est vraiment très positif et ce qui peut transformer à l'avenir 2022 en une bonne saison, c'est la dynamique de fin. La voiture progresse en vue de 2023, l'écurie est dans le positif, les grosses recrues techniques commencent à s'acclimater et à donner des résultats, Stroll s'est réveillé sur la fin de saison et Alonso arrive. J'ai le sentiment qu'ils ont créé le début de quelque chose. Pour la première fois, on les a vus réussir sur le plan technique et sur le plan du développement. C'est positif, l'usine arrive, les ingénieurs peuvent maintenant tous travailler après la période de gel en quittant leur ancien job. Bref, pour savoir si 2022 a été bien, faudra regarder 2023. S'ils arrivent à capitaliser là-dessus et à rejoindre le haut du midfield, voire mieux, alors là oui, attention, on tient le début d'un très beau projet. Côté pilote, je serai bref sur Vettel, puisque dès qu'il a compris que la voiture ne lui permettrait pas de jouer ce qu'il espérait, il a commencé à penser à la retraite, un truc qui s'est installé et qui a donné une vraie décision au cours de l'été. Focalisé peut-être plus sur son plaisir, tout n'a pas été parfait et il a globalement manqué de consistance, ça manquait un peu de niveau moyen, mais il a aussi multiplié les moments de classe et de surperformance. Il a bien porté l'équipe au niveau comptable et il y a des grands prix comme Imola, Monaco, Bakou, Spa, mais surtout Suzuka, Austin et Abu Dhabi où il a vraiment été fabuleux. Tout ça fait que Seb mérite pour moi la place de 10e meilleur pilote de la saison dans la première partie. Ça ne mérite certainement pas d'aller craquer le très haut du top, parce que comme je l'ai dit, ça a trop manqué de régularité, etc. Mais il est là, 67% des points inscrits, beaucoup de kiff. Bref, merci Seb et bonne chance pour la suite. Son de cloche totalement différent dans le garage d'à côté où je suis finalement très déçu. Pour moi, seul Latifi fait une saison plus mauvaise que Lance Stroll. Ça peut paraître sévère à première vue, mais reprenez tout et regardez les faits. Ces 11 premiers Grands Prix sont mauvais, à l'exception de Miami, Imola et Montréal où c'était juste bon. Après, il a connu un déclic dans l'été et ça a été mieux. J'en veux pour preuve le Castellet, Zandvoort, Budapest, Singapour ou même Abu Dhabi. Mais c'était un petit peu loin de tout casser, à part peut-être sur 1 ou 2 week-ends. Et surtout, il a souvent tout gâché à cause de manœuvres ou d'erreurs absolument insupportables. On a le dernier virage en France où il vient casser la porte à Vettel, ça aurait pu être très grave pour Aston. Également le mouvement sur son équipier au Brésil, celui sur Alonso à Austin, ou le fait qu'il ne sache pas se placer sur la piste face à Latifi en Australie. Ça a gâché ses résultats, la meilleure preuve c'est vraiment Austin, il méritait peut-être un 18 ce week-end là, au final il a eu je crois à peine la moyenne, et du coup c'est très regrettable, il ne devrait plus faire ces erreurs là, donc au final oui ça a été mieux, mais c'est pas assez pour passer devant un Ricciardo qui sur la moitié des courses a été plutôt proche de Norris, et qui lui n'a jamais commis de grandes erreurs ou de grandes catastrophes, et pas assez non plus pour devancer Schumacher et Tsunoda, qui sont dans leur 2e saison, donc qui méritent plus d'indulgence, et qui, oui, je l'assume, ont été pour moi meilleurs sur la globalité. Je ne suis donc pas du tout satisfait de ce que j'ai vu. Oui, sur la fin, il y a la base de quelque chose, et c'est vraiment cool, et on se dit qu'il a les capacités pour faire des choses, notamment sur les longs relais. Voilà, il y a un truc à faire, mais comme d'hab avec Lance Stroll, ça manque de régularité, de consistance, il n'est pas là du début à la fin de la saison, il y a des erreurs bêtes, et au bout de la 7e saison, ça commence un petit peu à agacer. Beaucoup disent que le projet Aston Martin ne peut pas être pris au sérieux tant qu'il est là, et en vrai quand on voit qu'il n'a absolument pas été menacé malgré ses performances alors qu'un Drugovich était sur le marché, on peut en effet commencer à se poser la question.
En 2023, il faudra hausser le ton, mais attention, ce sera face à Fernando Alonso. À titre personnel, c'est la fin de la pitié concernant Lance Stroll. On a tous compris qu'il n'était pas qu'un pilote payant, mais est-ce qu'il mérite d'être un pilote de Formule 1 pendant 10 ou 15 ans avec ce qu'il montre? Je n'en suis pas sûr. L'an prochain, ce sera déjà sa 8e saison. On voit des Giovinazzi ou des Schumacher qui ont été virés en ayant eu profité de beaucoup moins de temps et d'indulgence. Tsunoda est sur la sellette alors que pour moi, il fait peut-être mieux que lui. Bref, voilà où en est Lance Stroll. À mon sens, il doit commencer à être menacé. En tout cas, c'est à lui de prouver qu'il mérite réellement de rester aussi longtemps. Et voilà maintenant, si on doit dire un mot de l'avenir d'Aston, évidemment tous les regards se tournent vers Alonso, ce sera une des attractions de l'année, et je pense que son niveau absolument incroyable peut vraiment changer la donne de l'écurie, mais comme d'hab avec lui, ce sera une balance un petit peu difficile à jauger entre sa capacité à tirer l'équipe et sa capacité à la détruire. Je pense que dans un premier temps, il y mettra les formes et il aura de la patience. Faudra donc en profiter et, comme on l'a dit, capitaliser sur le très bon qui a été fait sur la deuxième partie de 2022. Franchement, contrairement à peut-être pas mal d'entre vous, je veux bien vos avis, je n'enterre absolument pas le projet Aston. J'y vois 4 choses très importantes: de l'argent, un top pilote, des infrastructures et des tops ingénieurs recrutés chez des tops écuries et qui ont déjà réussi à améliorer grandement cette voiture qui partait de très loin. Donc concrètement, attention à Aston. L'an prochain, l'objectif sera de rattraper Alpine et McLaren. Peut-être qu'ils ont terminé la saison déjà à leur niveau. Et peut-être que du coup, avec Alonso, le projet La Mission, qui n'est plus L-Plan, ressemblera à quelque chose. On n'en est pas là, faut pas s'emballer, ça peut très vite partir au flop. Et comme j'ai dit, ils ont une belle tendance à souvent tout gâcher. Mais une partie de moi, au fond, y croit. Voilà, c'était le 4e bilan de cette saison 2022. Rendez-vous jeudi pour le prochain, vous savez de qui ça va parler. D'ici là, donnez votre avis dans les commentaires, lâchez également votre abonnement et vos likes pour soutenir la chaîne, ça m'aide beaucoup. Et on se quitte avec Enzo Ferrari qui nous dit qu'un Espagnol dans une écurie dont tout le monde dit que son temps va venir un jour, ça ne peut être qu'une bonne idée. À bientôt.